Bon, vous êtes prêts? Parce que là, vous allez prendre du web component. Soit vous êtes un peu maso, soit je sais pas. C'est un sujet de niche un peu, mais ça en intéresse quand même pas mal, à ce que je vois. C'est parti pour une petite histoire. Je lance mon timer. C'est parti. Je commence par me présenter un peu. Je suis Bastien Rousseau, tech lead depuis 10 ans. D'abord chez Appseed, racheté par CGI récemment. C'est pour ça qu'il y a CGI de marqué. Et c'est tout petit! Mais pourquoi faire ça? Je corrige en live. J'avais pas prévu ce détail-là. Ça tombe bien, c'est du web. Hop, ça repart. Donc, en haut, vous avez la définition officielle. C'est assez grand ou c'est encore trop petit? Non, ça va? Ok. Un peu plus? D'accord. Je peux le faire, hein. C'est pas comme si j'avais 50 slides, hein. Un peu plus de son? Ah, ça, je sais pas faire. C'est bon, on est au petit. Ok, cool. En gros, je vais vous parler Web Component. Donc, ce que moi j'en pense, c'est que c'est juste une encapsulation de technologie web qui est nativement réutilisable. Les spécifications, bon, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Les principales spécifications, on va dire que c'est les custom elements. C'est vraiment la base du Web Component. C'est une liste d'API JavaScript, en gros, qui permettent de créer ce qu'on appelle des custom elements. Le Shadow DOM, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Attends, je souffle dedans, je crois. Il existe, ça fait partie des Web Components. Donc c'est aussi une liste d'API JavaScript, plus ou moins maintenant. Et les HTML templates. Donc là, vraiment, c'est de l'HTML pur. Donc voilà, c'est ça qui définit les trois, on va dire, c'est les trois composantes principales d'un Web Component. À savoir, c'est né à peu près en 2011, on va dire. 2010, il y a Knockout, Angular, qui d'autre, Backbone, qui sortent. Ils mettent en place les premiers patterns, on va dire MVC. C'est-à-dire, en gros, on veut connecter notre donnée JavaScript dans un contrôleur en JavaScript qui va être connecté à notre HTML. On met à jour la donnée, ça se met à jour dans l'HTML. Le visuel se met à jour, pour simplifier. Ça, c'est les frameworks qui arrivent à peu près tous en même temps, les plus gros. Chacun réinvente en fait son composant, son component, son web component. C'est à peu près tout ce que je viens de dire. Pour Knockout, en gros, ils font du data binding. Backbone, ils apportent le tag name, donc ils branchent un LI, une table, un input, enfin, ce que vous voulez. Avec des class names, ils apportent ce binding. C'est pas du binding, oui, entre JavaScript et HTML. C'est leur façon de faire. Et il y a AngularJS qui arrive avec ses directives. Encore une fois, c'est la même idée. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est étendre l'HTML. Et du coup, la question que je pose, c'est pourquoi ça ne le ferait pas nativement, en fait? Pourquoi on a besoin de framework pour faire tout ça? Eh bien, c'est là où arrivent des personnes de la Google Chrome Team. Donc, en premier, Dimitri Glaskov, à gauche, dans la timeline, qui va faire un premier article sur le Shadow DOM. En gros, il parle d'encapsulation, de CSS surtout, de comment garder dans un coin, et du DOM, pardon, DOM et CSS, garder dans un coin des parties d'HTML et de CSS. Première conférence où on présente ce concept de Web Component. À savoir que des Web Components, ça existe déjà plus ou moins à cette époque-là, dans le sens où, par exemple, quand vous avez la balise vidéo en HTML, derrière, c'est un Web Component. Il fait déjà plein de choses, en fait. C'est un composant HTML augmenté. C'est pas juste une petite div ou un petit span, on va dire, entre guillemets. Donc Alex Russell, pareil, de Google Chrome Team, présente ce concept de Web Component en 2011
à Amsterdam, à Frontier Conference. C'est là la première vraie notion de Web Component qui apparaît. Lui, sa façon de penser, c'est de dire que les développeurs, ils ne devraient pas écrire ça. On ne devrait pas dire j'ai une div qui contient une classe tree control. Lui, ce qu'il veut, c'est un tag tree control. Il ne veut pas une div. Il veut quelque chose qui ait du sens, en fait. C'est son mantra. C'est say what you mean. Donc vraiment, on va écrire de l'HTML qui a du sens. On va arrêter d'écrire des divs qui sont abstraites. Ça, c'est une version du code qu'il a montré à la conférence. Attention, c'est pas du tout valide, hein. Ce code ne vaut plus rien aujourd'hui. Par contre, il est intéressant. Il montre déjà les bases de l'étang. On étend de l'HTML element tout en haut, c'est ce qu'on voit. On voit qu'il y a une notion de shadow root. Et le plus important, on a un register, HTML element register, xcomment, donc le tag. C'était pour gérer les commentaires dans un blog. Au lieu de répéter la zone commentaire à chaque commentaire, bah, il avait fait son web component pour afficher les commentaires. Et voilà, après dans l'HTML, on n'a plus qu'à mettre xcomment. Voilà, le premier web component. Et il fonctionnait. Il avait trafiqué Chrome un peu, mais ça fonctionnait. 2013, on a Polymère qui arrive, gentiment, porté par Google derrière. C'est la philosophie des web components. Derrière, c'est vraiment dire tout est un élément, tout est un web component, on peut dire, à peine. Il y a une annonce en 2013, donc ça c'est ce que j'ai dit. 2015, officiellement, ça sort en 1.0. Et je dirais que le plus gros pari qu'ils ont fait, c'était en 2017. Ils ont réécrit YouTube en entier avec Polymère, donc c'est-à-dire en web component. Je veux dire, c'est pas rien. Ça veut dire qu'en fait, ça fonctionne à ce moment-là. Ça fonctionne un petit peu. Du moins, ça scale, ça marche bien. On ouvre Chrome, ça marche bien. Là, eat your own dog food, ça veut dire que, en gros, Google utilise ses propres outils polymères pour faire du YouTube, donc leurs produits, dans leur navigateur. Ça marche super bien. Le seul truc, c'est que ça marchait pas très bien sur Firefox et Edge. En fait, eux, ils ont été obligés de faire des polyfills, beaucoup de polyfills. C'était pas marrant pour eux, en fait. Et ça marchait vraiment pas bien à ce moment-là. Et ils ont fait une belle indigestion, parce qu'en fait, ils avaient développé le Shadow DOM à ce moment-là V0. Et quand ils ont réécrit YouTube en 2017, ils l'ont fait en Shadow DOM V0. C'était une belle erreur, parce qu'ils ont dû tout réécrire l'année d'après, ou 2 ans après, avec le nouveau Shadow DOM standardisé. Le V0 n'a jamais été standardisé. La V1 était acceptée par Firefox et par Safari. Presque. Je suis où là? Ouais, c'est pas mal. Là, je vais vous parler un peu du support navigateur. Donc, je parlais de 2013, je suis monté jusqu'à 2017 pour YouTube qui a été réécrit avec Polymère. Là, vous voyez que l'HTML template, donc c'est les balises template et slot là, celles-là, elles ont été très très vite supportées par les navigateurs. Aucun problème. En 2014, il y avait les principaux. Firefox, Chrome, Opera c'est Chrome derrière. Safari 2015, c'est pas mal on va dire. C'est pour un support navigateur, c'est plutôt rapide. Edge, ça compte, c'est la moitié, ils viennent d'apparaître. Ils apparaissent en 2015, ils ont été open sourcés en 2017, je crois. Donc ça compte pas Edge. Puis qui utilisait Edge enfin bon. Voilà. Pourtant, c'était pas les plus fun, Edge. Maintenant, on passe au Custom Element. Je parle de la V1 parce qu'il y a eu une V0 développée par Chrome. Là, niveau support navigateur, c'est beaucoup moins marrant. Donc Chrome a fait son truc dans son coin. 2016. Pareil, dit OK, on va suivre tout doucement, un an après. 2 ans après, OK, Firefox arrive. Mais ils ont attendu quand même 2 ans. 2 ans
avant de se dire, on les connaît chez Chrome, ils nous font des V0 vers des V1 qui pètent tout. Donc ils ont bien attendu pour être sûr que le standard allait tenir et que ça valait le coup. Donc c'est ce que j'explique ici. Côté Opera, ils ne sont pas non plus en full support à ce moment-là, et ils ne le sont toujours pas. Il y a une partie qui ne supporte toujours, enfin jusqu'en 2019, qui ne supportait pas. Je vous en parle un petit peu après. Côté Safari, je vous en parle après, c'est vachement plus marrant après. Firefox, du coup, c'est ce que je disais, ils ont attendu. Et puis Edge, bah, ouais, ils ont fait simplicité, hein, ils ont pris Chrome, ils l'ont mis derrière, hop, c'est bon, bah ouais, support en 2020. Ah, ils sont sortis en 2020 en même temps. Ça compte pas, Edge. On parle pas d'IE 11, hein, ça c'est non. Du coup, les polyfills quand même, hein. Pendant 2 ans, 2016-2018, beaucoup de polyfills. YouTube réécrit en entier, tac, polyfill à fond, paf, pas marrant. C'était pas marrant du tout en fait, parce qu'on se tapait des packages à 95, 14 kilobits en plus, à se traîner côté client. Même GZIP, c'était pas fou, hein. Les performances, ça pouvait être terrible. C'est 20% sur peut-être des petits web components. Mais dès qu'on passait sur des sites entiers gigantesques, il y avait des crashs gigantesques. Alors surtout sur IE 11, parce qu'à l'époque, ils étaient encore là. Bon, ça c'est un cas extrême où il fallait 45 secondes pour charger une page. Merci, merci Chrome à ce moment-là, hein. Bon, en vrai, ils ont été précurseurs, mais ça a été dur. C'est un peu le chat noir, hein, les web components, hein. C'est 2015, on a dit, bon, c'est mort. 2017, bon, c'est mort. 2019, bon, c'est mort. Mais en fait, ça repart à chaque fois. 2020, on s'est posé des questions. C'est ça que je vais vous parler après. Voilà, je vous parle des compatibilités avec IE 11. Bon, en gros, c'était pas terrible. Bon. Je vous en ai parlé rapidement. Cette rupture magnifique que nous a fait Chrome, du coup, en développant son Shadow DOM. Donc, ils sont précurseurs, mais en même temps, c'est compatible que Chrome. Donc, le Shadow DOM V0 n'a été compatible que chez Chrome. Du coup, il fallait des polyfills. Qu'est-ce que faisait ce Shadow DOM? Il avait une méthode, create shadow root. Ils avaient ce qu'on appelle une API de distribution. C'est le HTML template, en gros, qui s'appelait content. Et ils avaient ce système de dip, ça doit vous rappeler de quelque chose d'ailleurs, côté Angular, et de shadow, pour faire du piercing de CSS. L'isolation, paf, dip, tac, plus d'isolation, terminé. Le CSS, il rentrait partout. Donc c'était un peu une horreur, et c'est pour ça que Firefox a un peu dit non. Le temps que ça se standardise, du coup que la V1 sorte, c'est là où Firefox a travaillé avec Chrome, et Safari aussi, ils ont tous travaillé ensemble, pour développer quelque chose qui convenait à tout le monde. Donc la véritable méthode du Shadow DOM, c'est celle-là. C'est celle-là qui va attacher votre Shadow DOM à votre DOM de page. C'est le attach Shadow DOM, à Shadow tout court. Et le vrai nom de l'API de distribution, c'est slot, c'est pas content. Et le dip, terminé. Ça, c'est pas possible en fait. Ça, c'est un anti-pattern. C'était un anti-pattern en fait. On pouvait complètement percer le CSS. C'était pas voulu. Quand on veut encapsuler, il faut que ça soit maîtrisé. Là, c'était pas maîtrisé. L'impact, il a été quand même très très important. C'est pour ça qu'on a dit que là, à ce moment-là, les web components, c'est mort. Ça marchera jamais. Faut tout réécrire. Bon, c'est toujours la même histoire. Et à ce moment-là, Polymer, ils ont fait pareil aussi, hein. Rupture de compatibilité. Là, vous pouvez mettre AngularJS à la place si vous voulez. C'est la même idée. Pour ceux qui savent. 2016, terminé. Voilà. En vrai, terminé, pas vraiment, puisqu'ils ont quand même réécrit YouTube en 2017 avec. C'était semi-terminé en 2000. Je pense en 2019 réellement, et ça a bien disparu. Du coup, le support, donc je parle bien de la V1, celle qui est sortie en 2016. Bah oui, Chrome Opera Safari, d'accord, c'est logique. Firefox a attendu 2 ans.
tranquille, prends pas de risque. Chromium, on n'en parle pas. Ils sont sortis en 2020. Ouais, ouais, ils ont résisté, hein. Ils ont beaucoup souffert. Je fais un petit aparté au niveau de la réactivité. Je pense que c'est important d'en parler, puisqu'en fait, tous les frameworks de l'époque en faisaient. Qu'est-ce qu'on appelle de la réactivité? C'est modifier l'état d'une donnée. On modifie la donnée, on veut que ça interagisse, que ça se réactive, ça change la donnée. Par défaut, c'est pas possible en fait. Dans les web components, on n'a pas d'observation naturelle du changement, comme le proposent tous les grands frameworks. On n'a pas de binding direct de notre JavaScript vers notre HTML. Pas facilement. La gestion de l'état réactif, du coup, ce changement de données, impossible, naturellement, nativement. On avait donc des solutions artisanales, des getter-setters, avec une petite API de Web Component, dont je parlerai après. On essayait de faire des choses avec le Mutation Observer, c'est pas du tout fait pour ça. Ça permet à changer le DOM, hein. Ça permet pas de gérer la réactivité côté JavaScript. Mauvaise idée. Bon, il y avait des couplages avec des librairies tierces, en gros Redux, Mobix, enfin toutes ces choses-là qui gèrent qui font du state management. Beaucoup de boilerplate. Là, on veut dire, en gros, il y a beaucoup de getters, de setters, de méthodes. J'ai mon constructeur qui fait ci. Enfin, on répète beaucoup le code. On fait toujours la même chose dans les web components. Framework, il gagne à ce moment-là. Les web components, ça reste artisanal. Tout petit retour sur l'ironie de 2013. Google présente Polymer en 2013. C'est un standard du navigateur. Interopérabilité promise. Enfin, sur le papier, c'est génial. C'est natif, ça marche direct. Facebook open source son framework React au même moment, genre le même mois, en mai 2013. Ils ont leur Virtual DOM propriétaire, donc zéro standard, hein. Par contre, ils ont une sacrée expérience développeur. C'est là où la diff s'est faite en fait. Les développeurs, ils arrivent, font React, paf, j'installe, pouf, tac, binding, oh, ça s'est mis à jour, ma donnée s'est mise à jour. Moi, je prends ça. En résumé, on peut se dire ça. Pourquoi React a gagné à ce moment-là? L'expérience développeur. Frameworks gagne. Web Component, toujours compliqué. C'est pas joyeux ce que je dis depuis tout à l'heure. Là, j'ai fait un petit comparatif. Ça résume un peu tout ce que j'ai dit, sauf sur la communauté, j'en ai pas parlé. En gros, il y a une toute petite communauté sur les Web Components, alors que sur React, ça a très 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 vite monté. Et donc là, on a beaucoup de support. Forcément, plus il y a de support, plus on a envie d'y aller, plus les grosses entreprises se mettent à React, Angular, Vue, tous ces frameworks. Le tooling aussi, hyper important. Donc, c'est parti pour les frameworks. Et là, les Web Components, c'est vraiment le trou noir. À partir de 2014, les Web Components tombent jusqu'en 2020. Vraiment, on n'entend plus parler vraiment des Web Components. Sauf peut-être en conf, comme ça. Toujours pareil, hein, framework, il gagne. Web Component, c'est compliqué. C'est là où ça commence on va rentrer dans le dur. C'est là, je ne fais que vous parler de l'histoire. Mais je ne vous ai pas présenté les specs. Qu'est-ce que les HTML templates? En gros, c'est un tag HTML template. Pas plus simple que ça. Et son nom il est très bien porté. C'est du contenu inerte, c'est-à-dire qu'il ne va pas être activé dans le navigateur. Vous déclarez un template dans votre navigateur. Il ne sera pas rendu. Il ne va pas apparaître. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on va cloner, on va le prendre, on va le cloner et on va le réinjecter là où on en aura besoin. Très performant pour faire du contenu répété. C'est exactement ce que font les frameworks aussi. Quand on crée un component,
On veut pouvoir le répéter sans avoir à répéter le code. On écrit une fois le code et hop, ça s'adapte autant qu'on en a besoin. Deuxième partie des HTML templates, c'est les slots. Donc c'est ce qu'on appelle de la composition de contenu. La composition de contenu, en gros, c'est là où on va aller changer l'intérieur du web component. Donc on a son template, sauf qu'on va vouloir customiser l'intérieur. On ne va pas toujours avoir le même contenu. Je sais pas, pensez à un badge. Je vais changer le libellé. C'est exactement ça. Le slot, il va dire, à cet endroit, tu mets le libellé que tu veux. Ils peuvent être nommés, donc ça veut dire qu'on peut décider à quel endroit on va injecter de la donnée. C'est-à-dire, le libellé il se met là, le truc il se met là, là je fais ça. Enfin, c'est ciblé dans le DOM. Et on peut fournir du contenu par défaut, ce qui est pas mal aussi. Voilà, alors ça c'est du code. Ce code est parsé en direct, c'est du live, puisque mes slides sont un site web en fait. Je prends le code, je le parse, je l'injecte, et le résultat est en haut. Donc c'est du live, je ne peux pas vous mentir. Enfin si, je peux vous mentir, parce que je ne vous montre pas le code derrière, mais croyez-moi. Donc là, ce que j'ai écrit, c'est les templates. J'ai mis un peu de style. Alors, c'est pas très beau, hein. C'est pour la presse. J'ai mis un span class badge avec un slot dedans, non nommé. Ensuite, dessous, donc vous voyez, le template n'est pas rendu. On ne le voit pas en haut. Ensuite, j'ai une div. Et dedans, j'ai 3 SM badges. SM badge, SM badge. Donc, j'ai 1, 2, 3 badges. OK, parfait. Et ensuite, au niveau du code JavaScript, ici, on voit bien qu'on extend l'HTML element. Donc, on va créer un nouvel HTML element. Le code est un peu réduit, hein, mais c'est pour montrer, on connecte un callback. Ça veut dire, à la création de ce web component, tu vas me faire ça. Peu importe ce qui se passe pour l'instant. Et à la fin, on a un custom element, c'est l'API JavaScript. Et c'est là où on définit le SM badge. Et on met le code de la classe dedans. Voilà. Vous avez des custom elements. Pour faire un web component, il en fait un petit peu plus. Je vais y venir petit à petit. Là, je vous montre la composition. Donc la composition, c'est avec des slots nommés. J'ai des slots qui s'appellent title. J'ai un slot non nommé. Et donc je dis dans title, tu mets performance. Et sinon, dans l'autre slot, tu mets rendu natif. Pareil en dessous, j'en ai deux qui s'affichent. C'est le même code. C'est la même idée. Hop. Je vais passer à la deuxième spec. Donc là, je vous ai montré les HTML templates. Maintenant, je passe au custom element. En fait, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Depuis tout à l'heure, je vous dis on étend l'HTML element. C'est ça en fait, un custom element. On définit un comportement, c'est-à-dire des cycles de vie. On l'enregistre avec le define. Il y a juste une règle. On est toujours obligé de mettre un tiret dans les noms des web components. Le W3C a dit, vous inquiétez pas, on ne mettra jamais de tiret, nous. Donc vous avez le droit, vous. C'est obligatoire, du coup. Donc pas de bouton 2, comme ça, interdit. Le cycle de vie. Donc il y a 3 callbacks à la création, à la déconnexion, là pour détruire les choses, pour créer les choses, pour détruire les choses, et pendant le cycle de vie, au changement des attributs. Si le web component évolue, on peut faire évoluer la donnée qui est affichée. C'est pas automatique, hein. Il faut faire du code derrière pour dire attention, ça a changé. Et du coup, il faut faire de la réactivité manuelle, hein. C'est ce dont je parlais avant. Il y a 2 autres callbacks. C'est quand on veut travailler avec des iframes, on veut passer d'une iframe à une autre, c'est possible. C'est plutôt cool en vrai. Je pense que ça peut servir à des gens. Et il y a un connected move callback. Lui, c'est pour bouger un document. Donc, vous prenez un bout de web component et vous le mettez. Non, un web component, vous le prenez, vous le mettez ailleurs. C'est possible avec cette API-là aussi. Il détecte en fait cet événement. Il vous dit attention, tu as été bougé. Ça peut arriver par exemple sur YouTube. Vous ouvrez la vidéo et vous passez en mode embed. Là, la vidéo, elle a été prise, elle a été mise ailleurs. Enfin, c'est exactement ce genre de situation-là. – 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 ––– – 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 –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– –– –– –– –– –– – – – – –– – – – –– – – –– – – ––– – – –––
Euh, c'est ce qu'on appelle en général les custom elements, les autonomous custom elements. C'est vraiment le même code que je vous ai montré avant, qui extend les HTML element. Je le define. Paf, bon, je vous remonte pas, c'est la même chose en vrai. Et niveau time, il faut que j'accélère. Il y a une autre. Il y a les Customize Built-in Element. Alors eux, attention. Eux, ils sont marrants. Parce que vraiment, on n'est plus là. On prend un vrai bouton. C'est-à-dire que là, je déclare un button. Et on va l'étendre ce bouton. C'est hyper intéressant parce qu'on garde l'accessibilité du bouton. On ne va pas en créer un nouveau. Ce n'est pas un nouvel élément. On va juste étendre ses capacités. Ça fonctionne avec tout. C'est génial. On évite le shadow DOM apparemment. C'est déconseillé. Mais il y a un gros problème. Safari a dit non. Ils ont dit clairement, on ne fera jamais ça. Pour eux, ça, c'est un anti-pattern. Ça fait mal, je trouve, mais c'est comme ça. Moi, je trouvais ça génial. Après, je peux comprendre. Ça peut faire des choses un peu folles, mais bon. Il faut quand même que je clique. Elle est où ma souris? J'aurais bien aimé cliquer sur le bouton quand même. Bon, j'y arriverai pas. J'ai perdu ma souris. Oh! C'est important. Ouais. Non, parce que ça m'a pris du temps à le faire, alors. Sinon, la troisième spec, le Shadow DOM. Le mal aimé, on va dire. Il permet d'encapsuler le DOM. Donc le DOM, c'est votre arbre HTML. Ça crée un nouveau DOM caché dans votre arbre. C'est vraiment... il a mis sa cape d'invisibilité. Ça encapsule le CSS, tout est un peu caché. Alors, on peut quand même faire de la composition, donc par endroit, on peut aller modifier les morceaux de ce DOM discrètement. Mais bon, c'est un peu déporté, le navigateur gère tout ça pour vous. Il y a deux modes, open, closed. Utilisez pas closed. Ça n'a aucun intérêt, vraiment. Si ce n'est vous embêter. Vraiment. Le open, au moins, vous avez un objet que vous pouvez utiliser et faire des choses avec. Si vous faites closed, vous ne pouvez plus rien faire dans votre web component avec le Shadow DOM. C'est quand même dommage. Enfin, pas facilement. Vraiment, personne ne trouve d'intérêt à le mettre closed. Comment ça marche? On attache, donc c'est la méthode, attache Shadow DOM. Dedans, on injecte de l'HTML et du CSS. Les styles sont bien isolés du reste de la page grâce au Shadow DOM. On est bien encapsulé, ça ne fuit pas vers l'extérieur. On peut faire plein de bêtises, pas de problème. Non, je rigole, hein, on va faire de bêtises, pas bien. Et surtout, le style externe ne va pas non plus aller affecter le CSS qui est dans votre web component. Et il est masqué. Ok, c'est sa propriété, il est un peu masqué. Si vous regardez dans le code, dans Chrome, si vous inspectez le code, vous verrez, il est un petit peu séparé, le Shadow DOM. Voici un exemple. Encore une fois, c'est toujours le même exemple à peu près. On extend, tout ça. Là maintenant, ce que je vous montre, c'est qu'il y a Attach Shadow DOM qui était déjà avant, hein, mais cette fois je vous l'explique. Et là, il y a le mode open qu'il faut quand même explicitement dire. Et direct, on peut faire .innerHTML et bam, on met l'HTML dedans. Donc ça, c'est l'HTML de votre web component. Là, ce qui est intéressant, c'est que je vous montre en fait que le style extérieur du paragraphe ne fuit pas sur le style interne du web component et inversement. Pourtant, je suis hyper générique, quoi. Je cible les paragraphes dans mon style. Il n'y a pas plus générique comme ciblage de style. Ok, il faut que j'accélère. Très beaucoup. Donc, là, je me répète. Voilà. Il y a des choses, les parts permettent de quand même modifier les slots. Les 2 points part permet d'activer. Les variables CSS pénètrent les web components sans problème. Donc, à voir, ça peut être une faiblesse comme quelque chose de génial, je ne sais pas. Ça dépend de vous. Et le host permet de cibler vraiment le web component en lui-même.
mais de l'intérieur. C'est lui-même qui se style. Trop d'encapsulation, c'est dangereux. Pas assez, c'est dangereux. Tout dépend de vos use cases, en fait, à ce moment-là. Il y en a beaucoup qui détestent le Shadow DOM parce qu'ils n'arrivent pas à travailler avec, en fait. C'est beaucoup de complexité, peut-être pour pas grand-chose. Si vous avez un bon design system, des règles et tout, logiquement, le Shadow DOM, il n'est pas obligatoire. Il y a HTML Import qui a failli voir le jour un jour, mais en fait, non. Non. Non, en fait, c'est les ES modules qui ont gagné. Un jour, on s'est dit, on va importer de l'HTML directement dans de l'HTML. Et après, JavaScript a dit non, on va faire des ES modules. On va importer du JavaScript qui importera de l'HTML si on veut, mais... Donc la première spec n'a pas gagné. La deuxième a gagné. J'en parle ici parce que les ES modules, c'est un peu aussi la base du web component. C'est comme ça qu'on va composer notre JavaScript. Certains mettent ça dans la définition des web components, les ES modules. Je faisais une allégorie avec un moule. En gros, c'est un gros gâteau. On a un moule, c'est le Shadow DOM, le DOM si on veut, si on ne met pas de Shadow DOM. On a des ingrédients, ce qu'on appelle le light DOM, donc la composition slot, c'est les slots. Avec les trous, bien sûr. Le trou, c'est le slot. On met les ingrédients dedans. Et après, on a le choix du type de moule aussi, si on veut. On a l'autonomous ou le built-in que ne supporte pas Safari. Mauvais exemple, du coup, il ne faut pas en parler. Les built-in elements, ne le faites pas parce qu'en fait, ça ne marchera pas sur Safari. Je ne vois pas un monde où on ne peut pas supporter Safari maintenant. Donc, le même moule peut produire différents gâteaux. Voilà. Support universel. Putain, le temps. Il me reste 17 minutes. Ouais, ok, cool. Moi, mon timer, il est complètement zéro. 2020, c'est une année charnière pour les web components. Pour moi, c'est là où beaucoup se sont dit, je peux y aller en prod avec eux. Quand je ne m'appelle pas Chrome, je peux aller en prod en 2020 avec des web components. Parce qu'il y avait un support universel chez les grands, tous ceux qui sont basés sur du Chromium, Firefox et Safari. Tout le monde était compatible avec les plus grandes specs. J'ai trouvé des taux d'utilisation. En 2019, on parlait de 5% et vous voyez un gros bond, 18% en 2022 d'utilisation. 2025, je trouvais que le gap n'était pas si énorme que ça entre 2022 et 2025, mais bon, on voit que ça fait que monter en fait. Les web components sont de plus en plus utilisés. 20%, c'est pas rien. C'est 1/5 quand même des pages web qui ont des web components. GitHub, c'est les meilleurs au niveau web component. Ils adorent ça. J'ai été voir leur page d'accueil l'autre jour. Premier truc que je tombe, je vois React. Merde. Et en fait, c'est vrai que si on fouille un peu, ils ont beaucoup de web components derrière. Je critique les frameworks, mais je fais de l'Angular tous les jours. Je vous ai parlé de réactivité aussi au début et c'était comme un gros problème, la réactivité. Mais en réalité, ça a un petit peu changé. Maintenant, il y a des librairies comme Lit qui sont arrivées et qui permettent en fait de faire cette sorte de binding un peu automatique et qui permettent de réagir quand la donnée change. Il y a Fast aussi, de Microsoft, qui est un petit peu moins connu, lui. Lit est vraiment le plus connu au niveau web component. Et il y a Stencil qui est assez connu quand même dans ce monde-là. Donc c'est des librairies qui gèrent des web components, qui peuvent gérer des web components et qui apportent des bonus en fait. Tout ce que ne fournit pas, ce dont je parlais, la réactivité, ces petites choses qui font que les web components sont durs à utiliser en fait. Il y a quelque chose d'autre qui arrive, les signaux, enfin signals. Je ne sais jamais comment le dire, j'ai du mal à le traduire en français. C'est en stage 1, donc autant vous dire que ça peut prendre 8 ans des fois à se standardiser. Le stage 1 de l'ECMAScript. Du coup, il y a 4 stages pour être standardisé en JavaScript.
Ils sont au stage 1. Si on a de la chance, ça va mettre 2 ans. S'ils se mettent d'accord, ça va mettre 3 ans. S'ils sont pas trop d'accord, je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Ça va être compliqué en fait. Derrière, c'est quand même des grands noms hein, qui portent ce standard. C'est Angular, Preact, Solid et Vue. Ils sont quand même bien. Il y a une communauté derrière qui pousse les signaux. Ça serait pour les standardiser dans le JavaScript pour faire des API qui seraient directement utilisables. Donc plus besoin de l'implémenter à côté. Nativement, le browser, le navigateur comprendrait les signaux. Moi, je trouve que ça, c'est un très bon signal pour le web natif. Je n'avais pas prévu celle-là. Et c'est parfaitement compatible avec les web components. À savoir qu'il y a déjà des librairies qui gèrent les signaux. Hein. Vous pouvez déjà utiliser des librairies qui respectent le standard en stage 1. Donc c'est déjà utilisable. Conseillé, je sais pas. Mais pourquoi pas. Petite nouveauté. On avait un problème avec le SSR. En fait, c'était pas possible de faire du Shadow DOM et du SSR. Le SSR, c'est le server-side rendering. Ça veut dire que vous créez votre HTML côté serveur et vous l'envoyez au navigateur et il vous l'affiche. Shadow DOM, c'était impossible parce qu'en fait, il y avait du JavaScript. C'était pas envisageable à ce moment-là. Depuis peu, maintenant, et pourquoi le SSR d'ailleurs? Je n'ai pas fini ma phrase. En fait, on ne peut pas pré-rendre côté serveur. Et le SEO est très mauvais parce que s'il faut du JavaScript, ça veut dire que votre affichage ne va pas se faire tant que le JavaScript ne sera pas chargé. Donc, pour faire un bon SEO, il faut un bon SSR. Et du coup, il faut une bonne API qui s'appelle Declarative Shadow DOM. Si vous voulez du Shadow DOM, encore une fois. Ça, c'est spécifiquement pour les gens qui font du Shadow DOM et du SSR. C'est une solution, du coup, pour ce problème-là, qui est arrivé, du coup, en 2021. Voilà. Je donne un petit exemple après. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le template est vraiment consommé par le navigateur. Ça disparaît après. Le SSR le rend, hop, il dit, voilà mon template. Je vais vous montrer le code, ça sera plus simple. Donc ça, c'est ce que rend le serveur. Il dit, j'ai une user card qui a un template. Et surtout, le plus important, c'est le shadow root mode open en haut. C'est là où on n'a plus besoin de l'API JavaScript. C'est directement compris par le navigateur. Et donc là, après, on déclare nos slots, et, enfin tout ce qu'il faut en Web Components. Et après, je peux créer ma carte avec mon chat et mon web développeur. Voilà. SSR compatible. Deuxième élément intéressant, c'est que avant les Web Components ne géraient pas les formulaires. Ça paraît, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est incroyable quand même. Enfin, les formulaires, c'est la base. C'est la base du web. Ben non, en fait, on ne pouvait pas. En fait, on ne pouvait pas gérer tout ce qui est validation. Je pense qu'on pouvait gérer les choses simples, mais après, on était très vite bloqué pour valider nos formulaires. Et l'accessibilité, on n'en parle pas, c'était nul. Donc, ils ont créé ce qu'ils appellent Element Internals, avec une méthode, Attach Internals, qui permet de faire ce pont qui va aller appeler le navigateur pour lui demander est-ce que ce morceau de Web Component d'HTML respecte bien les règles que j'ai définies dans l'HTML. Par exemple, un min, un max. Est-ce que je peux connaître la valeur de mon input, tout simplement? Ils ont créé en fait un pont, cette méthode pour ça. Donc il y a un set form value, set validity, voilà, les formes, les labels, on a accès, on a de l'accessibilité, toutes ces choses que maintenant, en fait, c'est nativement accessible. Tout se joue à la deuxième ligne déjà. Donc il faut dire qu'on est dans un formulaire. Ensuite, dans le constructeur, il faut récupérer cette API grâce à la méthode. Et après, une fois qu'on a le internals, là, on peut manipuler notre formulaire, notre input. Donc ici, j'ai un exemple de... On change la valeur quand l'input change. On valide la valeur quand l'input change.
Et ben, logiquement, ça marche. Je crois. Oh, je vais y arriver. Attention. Vas-y. Tab. Oui. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est aussi lent, mais en tout cas, ça marche. Voilà, la preuve en direct. Le code ici est parsé et c'est exactement qui est affiché là-haut, hein. Moi, j'ai besoin de ça pour être sûr que ça marche. Je ne les croyais pas quand ils ont créé ça. Une autre spec qui est arrivée. Hop, le style était dupliqué partout. Partout, partout, partout. Nos badges, les 3 badges que je vous montrais. Dedans, j'ai du style. Ben, dupliqué 3 fois. Boum, boum, boum. Chaque badge dupliquait son style. Donc, ils ont créé une API qui s'appelle Adopted Style Sheets. Une seule instance partagée par tous les web components. Modification dynamique grâce à Replace Sync. Voilà, comme ça. En gros, on déclare notre style sheet. Hop, on dit ce qu'on va mettre dedans. Bon, ça fait un peu peur, hein, style sheet dans le JavaScript. Chacun ses goûts. Ce qui est important là, c'est que c'est attaché au Shadow DOM, ce dont je vous parle là. Donc, du Shadow DOM, j'ai cette nouvelle API et je lui dis, j'attache ma sheet qui est déclarée là-haut, dedans. Je peux en mettre plusieurs, c'est un tableau. Et donc, comme ça, je vais pouvoir partager entre plusieurs web components le même style. À l'implémentation, je ne parle pas de partager ça entre pas réellement différents web components. C'est le même web component qui partage le même style au moment où il sera déclaré. Je ne sais pas si je suis clair. Si. Bon. Une autre API encore. J'ai presque fini avec les nouveautés, hein. Je sais, c'est long, là. Une petite API plutôt sympa qui s'appelle State. Ça pourra, en fait, c'était difficile de gérer les états CSS, on va dire, dans vos composants, les web components. Là, avec ça, maintenant, on va pouvoir déclarer des states qui vont permettre de dire, tiens, dans ce cas-là, tu es expand sur un collapse, extend. Et du coup, dans mon CSS, je vais pouvoir cibler depuis l'extérieur, dire, ah, attention, je suis extend. Ah, alors je fais ça. Du coup, on va pouvoir vraiment interagir maintenant sur les web components grâce à cette histoire de states. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le problème d'encapsulation, il est typiquement là, hein. Quand on encapsule, on n'a vraiment plus trop accès à l'intérieur de notre web component. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on garde le bout de code internal states, il est à l'intérieur du web component. Donc on garde cette logique métier dans le web component. Mais par contre, depuis l'extérieur, je vais pouvoir quand même dynamiquement aller changer des états CSS depuis l'extérieur. Ouais. Voilà. Avant, c'était compliqué parce qu'on passait par des data ou des ARIA expanded. Et en fait, n'importe qui pouvait le faire. N'importe qui pouvait dire je suis expanded, je suis collapse. Non, maintenant, la logique, elle est bien côté web component. C'est le web component qui détient la logique. C'est pas aller à l'extérieur qui va aller faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est ce que je rappelle là. Comme les checks, les disable, c'est la même idée, sauf que vous faites vos propres states. Ce qui n'est pas sorti, ce que je vais vous montrer là, le prenez pas pour argent comptant, c'est pas fait. Mais c'est des choses qui arrivent. Il y a beaucoup de problèmes sur les collisions. On se retrouvait avec beaucoup de web components qui finalement pouvaient avoir le même nom. Donc il y a une spec qui arrive, c'est pas sorti, qui permet de créer des registries. Et donc, je peux avoir 2 myInput. Puisque je suis associé à une registrie particulière qui est identifiée, je peux avoir un deuxième myInput qui arrive. C'est pas grave, c'est pas la même registrie. Ils n'ont plus le même identifiant. Le navigateur devrait savoir les séparer en fait. Et donc plus de collision. C'est pas fait. Il y en a un autre très important sur l'accessibilité, qui est, elle, je pense, va finir par y arriver. Actuellement, vraiment, toutes les références ARIA
d'accessibilité ne rentrent pas dans le Shadow DOM. Ça, on n'arrive pas à percer pour faire de l'accessibilité dans les... Sauf que ça pose énormément de problèmes, justement, pour faire de l'accessibilité. Il y a cette proposition actuellement qui dit que, du coup, directement sur mon Web Component, je vais pouvoir déclarer des ARIA et avoir un impact dessus. Et du coup, typiquement, si j'ai mon label qui est en dehors de mon input, je veux les relier les deux, en fait. Actuellement, c'est pas facilement faisable. Voilà, ça, j'espère que ça va sortir assez vite. J'en suis où? 3 minutes? 3 minutes. Ouh là là. Aujourd'hui, voici l'écosystème. Je vais essayer, je vous en montrer pas mal. Je vous ai déjà présenté les 3 premiers, Lead, Stencil, Fast. Il y a Shoelace aussi qui est très intéressant. C'était un mec tout seul. Il s'est dit, moi j'aime bien les web components, j'en fais plein. Bon, ça a tellement bien marché qu'il a été racheté par WebAwesome, enfin FontAwesome. Et du coup, ils ont transformé ça en WebAwesome. En vrai, c'est awesome. Ça vaut le coup. Ça a l'air bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il y a des grandes entreprises qui utilisent déjà des web components. Donc, en vrai, ça montre la maturité, je trouve, de l'écosystème actuel. On n'est pas sur de la petite entreprise. Ce qui est intéressant avec Lion, ici, c'est la banque ING, assurance ING, et banque, je sais pas. Ils font des composants white label, c'est-à-dire que c'est sans marque. Vous pouvez utiliser leurs composants et mettre votre propre marque par-dessus. C'est plutôt cool. Ça, j'ai testé, ça marche bien. Catalyst pour GitHub, voilà. Là, tout cela, ils sont tous basés sur des API natives du navigateur. Il n'y a pas de framework. Ils ont peut-être leur système à eux en interne, mais en tout cas, c'est de l'API native derrière. Pour faire un petit peu cette comparaison entre framework et custom element, du coup, en gros, aujourd'hui, React a mis beaucoup de temps. En 2020, on était bien, mais il manquait toujours React, quand même le plus gros framework actuellement utilisé. Il a fallu attendre 2024 quand même, React 19. Ça a été un gros frein à l'adoption des web components. Il y avait des solutions, mais c'était pas les plus fun. Donc là, les frameworks gagnent, mais les web components gagnent aussi en 2024. Allez, double timeline. On y va. Je vous refais un peu l'histoire, en gros, de tout ce que je vous ai raconté. Il y a une première démo, 2011. Boum, le Shadow DOM sort. Custom Element V1 2016. On ne parle pas des V0, hein, que c'était spécifique Chrome. 2020, grande étape, support universel de tous les navigateurs. Donc la renaissance pour moi. Là, à ce moment-là, c'est la renaissance des web components. Le déclaratif Shadow DOM, très important pour le SSR, SEO. Et maintenant, tout ce qui est Custom State Set, c'est-à-dire qui apporte encore plus de support, plus d'outils pour faire des web components en 2024. Petit rappel du coup de l'écosystème qui lui aussi a grandi. Donc l'écosystème Polymer, Stencil, Lit, hop, WebAwesome. Et Lit n'est plus, c'est Google derrière, n'est plus Google. Aujourd'hui, ils ont donné Lit à l'OpenJS Foundation. Ça, pour moi, c'est un très bon signal. C'est-à-dire qu'on va vers un standard. Les cas d'usage, je vais être obligé de passer très vite, en 20 secondes, parce que, en gros, sur des design systems où plusieurs équipes travaillent, c'est un bon cas d'usage. Je suis désolé, je suis obligé de les passer très vite. Sur le micro front-end, ça me semble évident. En fait, on va réutiliser des petits morceaux de JavaScript, du coup, dans des micro front-end. Ou alors sur des composants entiers hyper précis. Genre, je vais faire une carte qui va faire ça, 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 et je vais la réutiliser à plusieurs endroits. C'est fait dans un web component, c'est bien fait, et je peux le réutiliser où je veux. Et nativement. Voilà. Donc ma conclusion, elle est là. J'ai dépassé le temps. Les web components, vous pouvez les utiliser. Les frameworks sont là, donc ne les lâchez pas comme ça. Mais dites-vous bien que les web components vont finir par
être dans le standard et venir dans vos frameworks, en fait, naturellement. Ils y sont déjà, vous le savez peut-être pas, mais vous pouvez déjà faire des web components grâce à vos frameworks. Et je pense qu'on va aller beaucoup vers les web components. Tout le monde est gagnant. Je déteste pas les frameworks. Voilà ma conclusion. Bon, je parle pas de comment distribuer, mais voilà, ça c'est pour ce. Du coup, je peux pas prendre les questions, je suis désolé. J'ai beaucoup trop de slides. Mais bon.